Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci surtout au Point Culture de nous accueillir pour des midis littéraires un peu tardifs sur la journée. Merci pour ce bel accueil. Voilà, je voulais juste vous dire à tous bienvenue. Et puis à vous, Lucas, je te remercie beaucoup d'être là pour ce soir, pour cette rencontre. Merci. Voilà. Alors j'ai le plaisir vraiment et l'honneur d'accueillir deux artistes ici à mes côtés, des artistes de talent, non seulement dans leur recherche d'un graphisme original, expérimental, mais aussi dans leur travail de mémoire. On va discuter aujourd'hui d'histoire, de mémoire, de passé. Un travail qui recherche la nuance par rapport à pas mal de bandes dessinées ou de textes, de documentaires actuels qui sont plutôt dans le sensationnalisme, dans la brutalité. Il y a vraiment ici quelque chose qui ne porte pas de jugement et qui cherche la nuance. Alors, ces midis littéraires, enfin cette soirée s'inscrit aussi dans l'année des utopies. Alors vous allez me dire pourquoi les utopies, une BD rencontre comme ça. J'ai hésité, je dois avouer, à la mettre dans cette saison. Et puis j'ai pensé qu'il y avait énormément d'utopies dans les deux ouvrages. Vraiment une recherche de dialogue avec le Congo, avec la communauté congolaise, avec le passé colonial, avec la population belge en général, et donc que ça valait vraiment la peine de parler d'utopie ici. Au centre des ouvrages, on a de l'amitié, on a du dialogue, et ça en fait quelque chose de très fort. Surtout, je dirais, dans une période où la Belgique fait un peu la politique de l'autruche, on ne parle plus tellement même du Congo, du passé encore moins, ou dans les écoles on ignore, bon ça on va en discuter, mais assez souvent cette période-là aussi. Alors je commencerai d'abord, on va tout de suite donner la parole à nos artistes, mais Barry Barghouti a un parcours qui est vraiment fascinant. Mouvementé, engagé. Il est né au Congo où il a dessiné sa première BD, une BD sur l'environnement, il vient de me la montrer, comme quoi les choses sont parfois ont commencé très tôt et reviennent dans l'actualité. Il va gagner un concours, si j'ai bien compris, un concours qui va l'amener d'abord à Angoulême et puis dans les studios Hergé. C'est là où il va être entraîné, où il va découvrir et développer ses talents dans la caricature, dans l'humour. Il va s'installer en Belgique dans les années 90 et commencer alors toute une série de BD et de ce qu'on appelle des séries en BD avec Franck Giroux, avec Mazzoni, Tembo Cash et d'autres. On avait Evaka et Mandrill qui sont alors carrément des aventures, des séries plus d'aventures qui étaient déjà publiées chez Glénat. Voilà, Amina ici, si vous voulez tout à l'heure jeter un œil. Alors on va surtout discuter aujourd'hui de l'œuvre qui le caractérise le plus peut-être, qui reflète non seulement son travail d'artiste, mais aussi sa vie, puisque ici on a un personnage, Madame Livingstone, qui lui ressemble très fort, un personnage qui incarne le métissage et qui va faire réfléchir l'autre protagoniste qui s'appelle Mercier pendant la Première Guerre mondiale. On y revient tout de suite. Nicolas Pitz est lui né à Bruxelles. Il est un élève de la célèbre école Saint-Luc. Il me confirme maintenant qu'il continue le web design. C'est son boulot pendant la journée. Et le soir, il travaille la BD avec d'autres collègues. Et l'ouvrage qui sera au centre de notre discussion, ce sont les Jardins du Congo, qui racontent la vie de son grand-père, qui part de photos qu'on trouve à la fin de l'album. Alors c'est une histoire qui, elle, se passe dans les années 60, juste quand la Belgique doit donner l'indépendance au Congo, et où les choses se corsent, où la violence émerge, et
où Yvon, le protagoniste, rentre en Belgique et puis ne peut plus retourner au Congo. Donc il y a cette question de culpabilité, il y a une question de nostalgie, il y a une question de conscience qu'il a essayé de traduire dans le dessin aussi, on en reparlera. Et puis je voudrais présenter évidemment mon collègue Pierre-Luc Placement, qui est non seulement historien, qui vient d'être promu docteur dans notre faculté, qui a écrit une thèse sur Léopold II et l'État indépendant du Congo, une thèse qui trouve parfois certains résumés très mauvais dans la presse, mais je vous rassure, c'est une thèse très forte, très nuancée, qui se penche sur cette période avec beaucoup de critiques. Et Pierre-Luc est également enseignant et il pourra alors nous apporter un autre point de vue sur cette question du Congo dans les écoles et de cette période coloniale. Alors je propose de rentrer en matière avec une question. Quel est votre lien avec le Congo? J'en ai parlé un peu brièvement, mais je vous laisse maintenant la parole. Et quel est ce Congo que vous avez souhaité montrer aux lecteurs dans vos ouvrages respectifs? Je crois qu'il faut l'allumer. Voilà. Super. Bah, moi, c'était simple. C'était de montrer le Congo que mon grand-père a vu, en fait. C'était toutes ces émotions, il fallait que j'arrive à les mettre en dessin. Donc c'est pour ça que j'ai fait un dessin hyper sobre, hyper caricatural presque. Je voulais pas faire un truc réaliste, ça m'intéressait pas du tout en fait. Aujourd'hui, je suis en train de faire un truc super réaliste et c'est pas du tout la même chose. Et là, c'était vraiment voulu de faire que le héros, Yvon, donc mon grand-père, ait 2 yeux tout pourris quelque part, juste un pauvre trait pour la bouche et inexpressif au possible. Et parce qu'il était comme ça et que je pense que sa vie était aussi comme ça. Et par contre, le Congo, ma grand-mère encore en vie, etc., on en a beaucoup parlé, j'ai rencontré énormément d'anciens colons, et donc j'ai essayé de m'éloigner de tout ça, parce que ça ne m'intéressait finalement pas, c'était son avis qui m'intéressait. Et donc oui, moi le Congo, c'est mon grand-père en fait, c'est vraiment ça qui m'a influencé. Et avec lui, tu n'as pas pu discuter? Si, bien sûr. Oui. Oui, et donc c'était très étrange comme discussion, parce que c'était juste pas possible, il y avait un conflit de génération, déjà. Donc il m'expliquait certaines choses, genre ah oui, le Congo, c'est les couleurs, voilà, ce genre de choses qui sont complètement bateaux. Et puis quand j'essayais de creuser un petit peu, bah, il se taisait. C'était fini, c'était un mutisme total. Et donc durant toute ma jeunesse, bah, le Congo, ça a toujours été un truc imaginaire, quoi. C'était les papillons, un peu les zèbres, ce genre de choses. Et finalement, bah, voilà, je ne savais pas plus que ça sur ok, c'était un beau voyage, c'était super. Mais t'es quand même resté là-bas super longtemps, non? Et donc sur le super longtemps où il est resté au Congo, ben, finalement, ben, il a fallu attendre pratiquement sa mort pour que ça commence à s'ouvrir en fait. Donc il a commencé à parler, etc. Mais c'était toujours des bribes, c'était toujours très très caché. Et là, j'ai découvert un truc super sombre que ben, j'imaginais pas et que j'ai essayé de retranscrire dans la BD. Voilà. Avec les photos. Avec les photos, etc. Ce genre de choses sont sorties après aussi. Donc il y a des photos qui servaient de cale de meubles. Donc, et voilà, il fallait que ça sorte. Et comme j'étais une génération où je pouvais en parler, parce que j'étais le petit quête, quoi. Donc il y a un moment, bah, oui, bah, c'est sorti, quoi. C'était super intense. J'étais super surpris parce que non seulement il ne s'attendait pas à ce qu'on fouille, c'était censé mourir et disparaître avec lui. Et finalement, ça l'a pas été. Et c'était pas trop difficile parfois, parce que c'est pas évident. Et des fois où tu es assez franc, assez. Ah oui, ça, il s'en prend plein la gueule. Mais je pense que il était comme ça, quoi. C'était quelque part un espèce de, désolé pour le mot, mais c'était un peu un connard, quoi. Donc il était super droit dans ses bottes, et donc quand on lui disait un truc, c'était la vérité vraie. Et donc il n'allait pas penser à côté non plus. Il venait d'un milieu quand même qui est très difficile. Enfin, un milieu vraiment défavorisé au possible. Donc en plus, arriver au Congo, etc., devoir gérer des centaines d'hommes, etc., bah, voilà, ça le dépassait complètement, je pense. Oui, parce qu'il faut peut-être résumer un peu l'histoire. C'est qu'on a Yvon qui, au départ, est dans une forêt, il crève de faim pendant la guerre. Et puis, à la fin de la guerre, il trouve cette affiche « Partez au Congo ».
Et là, ben, tout d'un coup, socialement, il devient le patron d'une petite entreprise. C'est ça. Alors qu'il vient de 5 ans de privation de tout. Il Oui. est super jeune. Voilà, il n'a jamais eu de relation sexuelle, il ne sait même pas comment ça fonctionne. Et ça fait 5 ans qu'il mange des pommes de terre enfouies dans un trou dans la forêt. Et voilà, ça existait, ce genre de résistance en Belgique aussi. On n'en parle pas vraiment, mais il y a des gens qui crevaient la dalle au fin fond des forêts, comme ça. Genre, qu'est-ce que c'est que ces gens ? Et donc il est sorti de là, et il y avait un conflit familial aussi avec son père. Et donc il ne pouvait plus rester à Chimay, donc il est originaire de Chimay, mais pas à Chimay ville, quoi. C'est Ropchi, c'est une petite banlieue de Chimay, donc c'est vraiment rien, il y a une centaine d'habitants. Et du coup, voilà, son seul truc, c'est que pendant sa jeunesse quand même, comme il a travaillé énormément dans le bois, il avait un diplôme en sylviculture. Et donc c'est ça qui lui a offert la porte du Congo. Ce qu'il ne pouvait pas exprimer dans la bande dessinée, parce que ça aurait été trop long de mettre ça. Et donc il est parti. Super. On reviendra après au dessin et à la question de la bande dessinée. Écoutez, Barbie. À propos du Congo? Oui, et quel Congo tu as voulu montrer ici, plus spécifiquement la guerre, la première guerre? Je n'avais pas beaucoup de choix en fait. J'ai vu dans ces Congos, je suis congolais. Donc pour moi, ça coulait quasiment des sources. Mais la chose qui se passe dans cette bande dessinée, c'est de dire, enfin, j'ai pu avoir cette liberté de poser de nouvelles questions. Sans pour autant que, un peu à la manière de La Fontaine, là, donc, tu vois, tu parles des animaux, on ne te prend pas au sérieux, mais tu arrives à dire des choses vraies, des choses dures, des choses importantes. C'est quasiment la même démarche que Nicolas, finalement, mais chacun dans son coin. Et ça fait bizarre de voir ça, que tu vois, quelqu'un de Chimay et puis quelqu'un de Kisangani dans son coin. Et tous, on se pose la question de savoir, pas qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce que tout a été dit? La question, c'est ça. Et du coup, ben voilà, tu lances un peu une bouteille à la mer, et voilà. Mais je vais essayer de reprendre un peu les questions que tu as posées à Nicolas pour dire, je crois que la Belgique, si aujourd'hui elle doit se considérer comme une grande puissance, comme la France et les États-Unis, il doit avoir les Congos. Même jusqu'à aujourd'hui. Le professeur docteur qui a parlé de la décolonisation. Alors j'ai posé la question tout à l'heure dans le coin. Il y a eu décolonisation. Je ne sais pas. Bon, voilà. Donc la chose qu'il y a, c'est qu'on se permet aujourd'hui de poser de nouvelles questions sans pour autant qu'on vous traite directement de révisionnistes ou de quelqu'un de revanchard ou quoi. Et je pense que la bande dessinée, c'est vraiment un média approprié pour ce genre de choses. On nous prend un peu pour des troubadours, des gens un peu aériens comme ça, et ça nous permet de se permettre certaines choses. Voilà. Pour l'histoire de cette bande dessinée, en fait, en vérité, l'histoire se passe dans les années 14-18, donc voilà. Moi, jusqu'à l'âge de, disons, de 14 ans, je m'appelais Alexis Livingston. C'était mon nom, partout dans mes papiers, partout c'était comme ça, je m'appelais Alexis Livingston. Et puis, je voulais savoir, mon père s'appelait David Livingston. Je n'ai pas posé de questions, c'est le nom de mon père, donc c'était comme ça. Et après, bien des temps plus tard, je me suis posé la question d'où ça venait. Sinon, est-ce qu'on avait une relation probable avec les docteurs Livingstone qu'il y a eu? Donc, on ne sait pas. Donc, alors, du coup, je me suis mis à fouiller et je me suis rendu compte que, bon, ben voilà, docteur Livingstone est passé par les Maniema quand même avant de finir à Ujiji, qu'il a rencontré des gens, qu'il y a eu cette route des esclaves, que moi, je suis de Kisangani, donc je viens de Maniema. Voilà, il y a énormément de choses. Alors, comme tout n'était pas très clair dans ce que j'essaie d'apprendre, parce qu'on ne voit pas beaucoup les écrits de Livingstone,
mais par contre, on voit beaucoup d'écrits des Stanley. On se demande d'abord comment. Et j'ai mis en doute, et je continue à mettre en doute beaucoup des choses qu'il dit, Stanley, parce que bon, ben, il a laissé dans ses dires, hein, il a laissé Livingstone mourant en Afrique. Pour reprendre son terme, c'était squelette vivant, je crois. C'était un squelette vivant. Et voilà. Mais bizarrement, quand il est allé les rechercher, lui a dit « Laissez-moi mourir parmi les miens ». Or, il n'avait plus sa femme Marie Moffat. Alors, c'était qui les siens? On s'est posé la question. J'ai trouvé bizarre quand même que quelqu'un qui veut absolument aller reprendre quelqu'un pour le ramener dans la civilisation, parce que chez nous, il n'y a pas de civilisation, je pense que vous êtes au courant. Sarkozy l'a bien dit d'ailleurs, on n'est pas entré assez dans l'histoire. Donc, du coup, je me posais la question de savoir, il y avait déjà des appareils photos, donc il a fait pas mal de photos. Mais bizarrement, les jours où il doit rencontrer Livingstone, eh bien, il n'y a pas de photo, il y a un dessin. Bizarre. Bon, ces dessins, moi, je peux le faire aussi, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre un peu en doute ce qu'il y avait. Livingstone, il l'avait connu parce qu'il l'avait vu, il l'avait vu dans cet état-là. Et quand il revient, il le rencontre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà. Livingstone, I presume. Bon, okay. Donc, je ne sais pas comment il l'a rencontré, il ne les reconnaît plus ou quoi, je ne sais plus. Enfin, bref, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, qui n'allaient vraiment, vraiment, vraiment pas. Et on en a profité donc pour lancer quelque chose. Et comme on ne peut pas travailler directement sur l'histoire, sinon on va dire, voilà, on n'est pas des historiens, rien du tout. Mais scénaristement, on s'est dit, écoutez, on va transférer la chose un peu plus tard, donc dans les années 14-18. Et là, on ne parlera plus de Livingstone, on ne parlera plus de Stanley, mais on va parler du fils de Livingstone. Et comme ces fils-là, bon, ben, écoute, tout le monde n'est pas comme Jésus, sans maman, sans ceci. Et donc, il devait avoir une maman. Alors, du coup, on l'a appelée Madame Livingstone. Voilà. Donc, l'histoire est partie un peu de là. Et la suite, on va en parler au courant de cette conversation. Oui, parce que Madame Livingstone, ce n'est pas une femme, c'est un beau soldat métis qui doit travailler avec l'armée belge. Il n'était pas soldat, il était éclaireur. Éclaireur, pardon. Éclaireur, parce qu'il ne voulait justement pas qu'on l'appelle soldat. D'accord. Une réaction avant qu'on passe à une autre question ou... À propos de Stanley? Pourquoi pas? Je pense que les littéraires qui sont ici, Stanley est en fait avant tout un journaliste qui travaillait pour Gordon Bennett, qui a quand même, au niveau de la presse nord-américaine, pu devenir le premier magnat de la presse, hein, vraiment inonder le continent nord-américain par un holding. Et donc, de son stage, et c'est cela qui est très intéressant, c'est Stanley a directement compris comment faire de ses publications une machine à célébrité et une machine à sous. Donc, pour cela, deux raisons. Première raison, quand Stanley voyage avec des Européens, les autres Européens signent avec lui un contrat, comme quoi seul Stanley peut publier en premier lieu un livre sur son voyage. Hein, donc, il se réserve le scoop. Et deuxième point, Stanley ne publie jamais un volume, il publie toujours 2 volumes. Comme ça, quand vous avez acheté le premier, vous êtes obligé d'acheter le deuxième. Et troisièmement, à propos des photos, donc, on est encore sur des procédés en photogravure, donc qui coûtent excessivement cher. Et effectivement, l'image qui est utilisée dans comment j'ai trouvé Livingstone, on n'a que des dessins. Et actuellement, sur Internet, on ne trouve que cette photogravure qui est tirée en fait du livre de Stanley. Malheureusement, le docteur Leduc Grimaldi n'est pas là, mais je ne pense pas qu'à Tervuren, on ait conservé les photos que Stanley aurait pu prendre, puisqu'il a perdu aussi beaucoup de matériel au cours de ses voyages. Bon, on n'est pas déjà dans le débat, mais je pense que je vais prendre la balle au bon, parce qu'il me semble que j'ai vu beaucoup de photos de Stanley, parce qu'il était toujours avec des petits-enfants, des garçons, je me demande d'ailleurs pourquoi, qui portaient ces fusils. Et là, ce n'était pas des photogravures, c'était un peu comme, comment est-ce qu'on appelle ça,
des trucs un peu à l'encre. Oui, oui, en fait, c'était des choses un peu comme ça qui existaient, mais c'était des photos. La dernière truc qu'on a vu, c'était des photos et c'était de la période. Mais il aurait pu au moins conserver une photo où il est avec Livingstone, parce qu'il n'y a aucune photo où il est avec Livingstone. Personne n'a trouvé une photo où Stanley est photographié à côté de Livingstone. Jamais. À part ces jolis dessins, ça dépend maintenant des trucs qu'il y a, mais c'est le seul. C'est la seule chose qu'on a pu garder. Je trouve ça quand même assez bizarre qu'il n'y ait pas, parce que c'était ça le but même de la chose, qu'il n'y ait pas ça, c'est quand même assez bizarre. En parlant des contrats qu'il a fait signer avec les autres Européens, il en a fait signer aussi pas mal avec des chefs africains. Ben, je ne sais pas si juridiquement ça a un sens, parce que tous avaient la même signature, c'était un croix. On pourrait faire aussi une photocopie et envoyer partout et on avait l'Afrique. Mais c'était assez bizarre, ce genre de contrat qu'il a signé. Tout le monde, d'abord, on s'est demandé pourquoi chez toi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une signature. Quoi, une signature? Signature. Bon, comme ce n'est pas en Swahili, en Lingala, en Kikongo ou quoi, donc voilà, tu fais une croix. Et comme la croix ne peut se faire que d'une seule manière, c'est des traits. Au moins que tu essaies de faire tu essaies de faire les jolis comme ça va faire un peu allemand, quoi. Mais sinon, c'est quoi? Donc voilà, il y a eu des tas de contrats avec ces deux croix. Je trouve quand même que c'est bizarre comme procédé. Oui, mais on ne va pas discuter à deux toute la soirée. Bon. Non, oui, non, mais c'est vrai, mais en fait... Oui. Ok, c'est gentil. Donc, oui, on pourra revenir sur Stanley, c'est une question de critique historique. Hein. Les photos qu'on voit avec des boys sont en fait effectivement des photos studio qui sont diffusées soit à travers la presse, soit pour ses conférences, parce que ce qui rapporte mieux qu'un livre, c'est vendre son livre. Et comment on vend son livre? En faisant des conférences. Je ne dirais pas que c'est l'objectif de ce soir, mais on s'y rapproche.